des forces de défense et de sécurité utilisées pour soi-disant gérer l'ordre public, mais en réalité, c'est pour de la violence, de la criminalité, et l'État, qui doit jouer son rôle régalien de rendre justice, décide systématiquement de refuser d'ouvrir une enquête, d'adresser une compassion, à plus forte raison de poursuivre des criminels. C'est le contraire que les Guinéens observent. Ces criminels dont on parle, on en fait la promotion. Plus on tue, plus on augmente en grade. Plus on tue, plus on augmente en hiérarchie dans l'administration. C'est cette réalité que nous sommes en train de vivre. L'impunité est institutionnalisée en Guinée. Et c'est au bénéfice d'un clan, ce n'est pas au bénéfice d'une ethnie. Les Malinqués n'ont rien à voir avec la gestion d'Alpha Condé, parce qu'on ne gère pas au nom d'une ethnie. Et si demain, c'est quelqu'un qui est issu d'une autre communauté qui arrive au pouvoir, il a été avéré depuis 1958 à nos jours que les communautés n'ont été que manipulées. En réalité, le problème de la Guinée, c'est un problème entre l'État et la population. Tous ceux qui arrivent au pouvoir utilisent l'État pour se maintenir au pouvoir, pour s'y éterniser, en manipulant les gens, en tuant et en intimidant. Quelles sont les perspectives sur le plan politique? Nous proposons régulièrement des solutions pour chaque point. De nos jours, ce régime et ce gouvernement en particulier de Kassori Fofana n'a plus de légitimité. Pourquoi? Parce qu'on ne prête pas serment pour tuer les gens. Si on prête serment, c'est sur des textes de loi qui disent clairement qu'en Guinée, la vie humaine, elle est sacrée et l'État a l'obligation de préserver. C'est à cet effet que particulièrement j'ai fait une tribune il y a quelques jours de cela pour demander aux responsables de l'opposition et de la société civile de prendre le courage et la responsabilité de ne plus reconnaître le gouvernement guinéen actuel comme étant interlocuteur dans un quelconque dialogue. Si on va jusqu'à militariser le pays, invoquer l'armée pour gérer l'ordre public, ça veut dire que quelque part on a échoué. Et si on a échoué, c'est qu'il y a une part de responsabilité. Il y a des responsabilités à situer. C'est en Guinée que tout le monde admet qu'on a échoué, mais personne n'a le courage de dire qui est responsable. Et pourtant, il y a un responsable. Si ça n'a pas marché, c'est que quelque part, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Qui est chargé de le faire? C'est la responsabilité de l'État. J'insiste et je le dis ailleurs. En Guinée, certains pensent qu'ils peuvent avoir de la crédibilité en faisant de l'équilibrisme. L'opposition est responsable, la mouvance aussi. Ce discours n'a pas de sens. C'est un discours hypocrite. Il faudrait bien qu'on ait le courage de dire que ceux qui gouvernent ont les moyens de gouverner et ils ont le mandat de gouverner, ils ont le mandat de nous protéger parce qu'ils utilisent notre argent, l'argent du contribuable. La gestion d'un pays est une chose de consentement. Le problème que nous avons, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème d'État. Alors il faudrait bien qu'on sorte de ce jeu, de faire l'équilibre, parce que c'est tel. Il faudrait bien qu'on se dise clairement les choses. Le pouvoir en Guinée a failli dans toutes ses obligations. Sur le plan social, nous avons des grèves qui se multiplient. C'est symptomatique d'une situation, d'un mal très profond, pour lequel on n'apporte pas de solution. Dès qu'on parle d'autorité de l'État en Guinée, c'est une autorité qui réprime. C'est pour tuer. Les grévistes, on en arrête aujourd'hui. Donc en masse, on les fait condamner. La justice guinéenne, elle n'est prompte que quand les intérêts du pouvoir sont menacés. Elle montre qu'on sait arrêter des gens, des grévistes, pacifistes, des gens qui organisent un sitting. On ne se gêne pas de les arrêter, les mobiliser, comme on le faisait à l'apartheid en Afrique du Sud. On mobilise les gens, on fait une même sentence pour tout le monde, 6 mois. Il y a un juge farfelu qui se lève un beau matin, il a reçu un coup de fil d'un ministre de la Justice ou de quelqu'un à la présidence, il faut les condamner en masse, comme si c'était des animaux, il faut les foutre en prison. Les prisons en Guinée ne sont là que pour ceux qui contestent le pouvoir. Combien de criminels de l'État
des gens qui se disent devant les caméras du monde, je préfère l'ordre à la loi. Vous avez entendu Bafoué le dire. Il dit, moi, j'obéis à l'ordre, pas à la loi. Alors que la Constitution dit que nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. C'est de votre responsabilité. Si vous torturez quelqu'un ou vous le tuez au nom d'un ordre qui serait venu de quelque part, vous êtes le seul responsable. Et cette loi, je pense qu'elle est universelle, parce que même ici, un policier, il ne peut pas dire au nom d'un ordre qu'il aurait reçu de sa hiérarchie, il peut faire n'importe quoi. Mais chez nous, on tue et on méprise. Cette situation, elle s'applique aussi sur les grévistes, les activistes de la société civile. L'école guinéenne est fermée depuis octobre. Ils s'en foutent. Ça ne les dit absolument rien. Ce n'est pas à ce niveau que se trouve leur priorité. Leur priorité, c'est comment pérenniser ce pouvoir pour continuer de maintenir les intérêts du clan qui nous dirige. Sur le plan économique, c'est catastrophique. Parce que les choses sont liées. Nous avons des statistiques qui démontrent que nous faisons encore partie des pays les plus misérables du monde. Ça ne nous honore pas. La Guinée est l'un des rares pays de la sous-région qui n'a jamais connu la guerre civile, Dieu merci, mais nous sommes le pays qui pourvoit le plus grand nombre de demandeurs d'asile dans les pays occidentaux. Nous avons plus de victimes à la Méditerranée, des jeunes au désert du Sahara, et la plupart d'entre eux sont des diplômés d'université. On ne peut pas continuer de regarder cette situation comme si elle ne nous interpelle pas. L'idéal serait que vous, de la diaspora, que vous ayez la possibilité de rentrer chez nous et d'entreprendre chez nous à chaque fois que vous le voulez. Beaucoup vivent encore en dehors du territoire, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, on n'est jamais mieux que ce soit. C'est une évidence. Il faudrait bien que notre pays redevienne, ou qu'il devienne enfin, un pays dans lequel chacun de ses enfants a une possibilité de réussite. Mais la situation économique, elle est terrible. Nous avons des indicateurs de performance qui montrent que chaque jour que Dieu fait, nous ne faisons que nous enfoncer. Vous verrez aucun investisseur sérieux dans notre pays. Le climat des affaires est complètement pourri. Il y a le clientélisme, la corruption. Et c'est une navigation à vue, parce que ceux qui gouvernent sont des amateurs. Ils ne savent même pas comment diriger un pays, comment construire une économie. Tout ça, ça existe. Ça, c'est le tableau noir. Voici en résumé la situation précaire dans laquelle nos compatriotes se trouvent. Je rejoindrai M. Souma qui disait tout de suite qu'est-ce qui l'a motivé enfin à être en politique. Et je souscris à ce discours et je le partage avec vous. Si la Guinée est au niveau où elle est encore, il faut le reconnaître aussi, c'est parce que beaucoup de ces enfants qui pouvaient mieux faire ont refusé de faire ce qu'ils devaient faire. Le fait de dire que la politique ne m'intéresse pas dans un pays comme la Guinée, c'est de la naïveté et de la démission. Parce que d'une manière ou d'une autre, si vous ne faites pas de la politique, vous serez toujours sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que vous. Ça se traduit simplement par le fait que chez nous, l'habitude c'est quoi? Dès qu'on a un bon diplôme, on a un bon emploi, on prend ses distances avec tout ce qui est chose publique. On se construit un ghetto entre la maison et le bureau pensant qu'on a un confort, alors que ce confort il est relatif. On refuse de participer à rien qui soit collectif. On voit le plus médiocre de la promotion qui ne trouve rien à faire. Il va en politique, il fait sa promotion, il manipule, il oppose les ethnies, il devient député, c'est lui qui va voter les lois qui vont encadrer toute votre vie. Chaque jour, vous vous plaignez de la mauvaise loi. La Guinée est mal organisée. Quels sont ceux qui décident de la Guinée? Ils sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne décidez pas de la Guinée? Moi, je préfère être entre quatre murs, de la maison au bureau. Quand j'ai des vacances, je préfère aller les faire ailleurs. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. La sécurité, vous ne pouvez pas la faire pour vous. Et généralement, vous êtes plus stressé qu'un pauvre.
Parce que vous craignez beaucoup plus pour votre sécurité que celui qui n'a rien à perdre. Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est parce que vous n'êtes pas là que quelqu'un a été là. On ne peut pas plaindre le peuple de Guinée pour dire que les gens ne choisissent pas. Mais ils choisiront que ceux qui demandent d'être choisis. Si vous avez choisi d'être absent, nulle part dans le monde, on a vu quelqu'un prendre le pouvoir et aller trouver quelqu'un d'autre dans son sommet et dire « Oui, oui, tu as été le plus diplômé à l'école, viens, je te donne. » Il faudrait bien demander. Pourquoi refuse-t-on de s'impliquer en politique chez nous, étant donné qu'on a évalué tous les dirigeants guinéens, du premier président à celui-là, si vous évaluez son parcours académique, leur parcours professionnel, vous vous rendez compte qu'ils étaient loin d'être qualifiés pour diriger un pays. Et de toutes les générations, il y a eu des gens intelligents. De toutes les générations, il y a eu des gens intègres. Toutes les communautés ont des fils intègres, des gens qui peuvent poser des actes pour que la Guinée se développe. Malheureusement, c'est la démission collective. On choisit de se mettre à l'écart, mais on se plaint toujours. Alors, ne restons pas en marche. Il faudrait bien qu'on s'implique. C'est ce qui a amené l'idée du modèle. Il y a plusieurs partis dans notre pays, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la politique a amené à la Guinée? La pauvreté, la misère, la violence, l'ethnocentrisme. Si on juge le résultat, on voit le résultat, on peut juger de l'approche. Est-ce que le chemin qui nous a amené à ce résultat, il est bon? Non. Parce que ceux qui sont qualifiés n'ont pas fait de la politique pour être des décideurs dans notre pays. Alors, les Guinéens se sont retrouvés. On estimait qu'il était important de participer à cette bataille de rapport de force en créant une entité politique. Parce que c'est par la politique que ce pays a été rendu misérable. C'est par la politique qu'on peut libérer ce pays et trouver des solutions à ces différents problèmes. Obama disait que pour changer le cours de l'histoire dans votre pays, commencez par changer les lois. En Guinée, vous partez des lois, vous vous rendez compte que n'importe qui se fait élire devient un petit Dieu. Ça nous engage à vous parler de la vision du modèle. Qu'est-ce que nous voulons apporter de plus? La question nous est posée régulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent que ce que les autres n'ont pas fait? Les autres n'ont encore rien fait parce que le résultat il n'est pas bon. Est-ce qu'on va continuer de les applaudir et les suivre parce qu'ils sont là? Ou bien il faut trouver des alternatives? Nous avons pensé qu'il faut trouver des alternatives. Les Guinéens qui sont devant vous ici, et ceux qui sont en Guinée, qui sont en Europe, ont estimé que le moment est venu de tracer une nouvelle voie. Tracer une nouvelle voie, c'est travailler à la réforme de la gouvernance. Pourquoi est-ce que nos institutions ne fonctionnent pas? C'est parce que nous avons choisi un système politique qui ne crée que des dictateurs. Je vous donne un exemple. En Guinée, par principe, on dit que les trois pouvoirs s'équilibrent. Mais voyez la présidence, voyez l'Assemblée nationale, voyez la Cour constitutionnelle, voyez l'état des bâtiments pour comparer. C'est un élément simple. Le budget de la présidence de la République est 11 fois supérieur au budget de l'Assemblée nationale, 32 fois supérieur au budget de la Cour constitutionnelle. Où est l'équilibre? L'exécutif absorbe tout. Et la plupart des ministères à recette dans notre pays sont des ministères attachés à la présidence par entonnoir. C'est la présidence qui contrôle toutes les ressources des départements. Tous ceux qui ont échoué des ministres en Guinée, ce n'est pas par incompétence. Mais ils se sont retrouvés dans un environnement où on ne pouvait pas réussir. Le président, vous pouvez avoir rendez-vous avec le président, il anticipe sur votre rendez-vous, il reçoit votre chef de cabinet sans que vous le sachiez. Vous arrivez à votre lieu de rendez-vous, vous êtes à la salle d'attente, vous voyez votre chef de cabinet sortir de la salle. Vous vous interrogez. Le chef de cabinet est sous votre autorité. S'il se fait inviter par le président, vous devez le savoir. Mais le président l'invite sans vous dire. En réalité, ce n'est pas vous qui décidez. Il y a quelqu'un d'autre à côté de vous qui n'a pas de poste officiel, c'est lui qui est le véritable décideur. Ça, c'est la gouvernance par la paranoïa, par le soupçon. C'est ce qui a toujours été. Beaucoup de nos compatriotes de la diaspora que vous êtes rentrent en Guinée avec des très bons diplômes, ils rentrent dans les administrations, ils ont fait des preuves ailleurs. Mais dès qu'ils arrivent, vous voyez ce qu'ils font, vous-même vous êtes étonnés. Peut-être la seule faute ou erreur, c'est le fait de ne pas démissionner, parce qu'ils s'adaptent.
Ils s'adaptent et puis finalement ils épousent les mauvaises habitudes. Sinon, en réalité, le contexte n'est pas favorable pour que tout le monde réussisse. Il faut être dans les bonnes grâces du président, dans ses faveurs, être l'ami de son épouse peut-être, de son cousin, ou quelque chose comme ça, pour disposer de tous les leviers pour agir. Nous voulons casser cela. Comment on va le faire? Le système présidentialiste en Guinée n'est pas bon. Il faudrait plutôt faire du président un citoyen qui est au service des institutions. Tant qu'un président de la République est un homme à tout faire, l'homme fort, le système centralisé, ça ne marchera pas. Nos propositions, c'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse avoir assez de pouvoir pour contrôler les décisions du président de la République par le fait de la création des commissions spécialisées de vérification de certaines nominations. Pour devenir ministre de la Sécurité, le président peut avoir les prérogatives de proposer un certain nombre de personnes, mais qu'il appartient à l'Assemblée nationale de définir les critères, c'est-à-dire on définit le profil du ministre avant que le président n'envoie les noms. On voit quelle est la personne qui correspond le mieux au profil qu'on a défini. C'est par les lois qu'on peut changer ça. Nous avons cette proposition pour nos compatriotes. Si nous arrivons au pouvoir, de faire en sorte que le président soit obligé de faire recours aux commissions spécialisées de l'Assemblée nationale pour les nominations stratégiques. Dans un pays, n'importe qui ne doit pas être ministre de la Sécurité. N'importe qui ne peut pas être ministre des Affaires étrangères. N'importe qui ne doit pas être ministre de la Justice. Il y a des fonctions dans un pays avec lesquelles on ne s'amuse pas. C'est vrai que tout est important, mais le cas particulier de la Guinée, les nominations se font sur la base du militantisme, sur la base de la proximité ethnique, sur la base de la proximité familiale ou amicale. Ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est l'une des premières réformes importantes que nous voulons pour notre pays. Nous avons une Assemblée nationale dont les élus siègent selon 2 modes d'élection. Nous avons des députés nationaux qui sont élus sur la base d'une liste. Ils sont les plus nombreux, 2 tiers, sont 76, je pense. Et nous avons des députés uninominaux qui sont élus directement. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Il y a les députés qui viennent demander à l'électorat de se faire élire directement. Ils sont peu nombreux, ils sont minoritaires. Il y a les députés qui se cachent derrière l'image du leader pour devenir député. Le militant ne les connaît pas. On ne sait pas comment ils le deviennent, selon quels critères il est choisi, parce que les partis politiques ne font pas de primaire. Donc, ça veut dire que le risque est que nous retrouvons à l'Assemblée nationale des gens qui ne sont même pas connus du public. Et ils disent représenter le peuple. D'une part, ils ne représentent qu'un individu qui les a choisis pour les mettre dans une liste selon ses propres critères. C'est pourquoi dans les partis politiques, le leader est important. C'est parce que quand tu viens, quelle que soit ta détermination à promouvoir les idées du parti, si tu n'es pas ami avec le leader, demain tu n'as aucune chance d'être sur la liste pour être député. Et les critères de sélection d'un individu ne peuvent pas donner des garanties qu'il ait fait un bon choix. Il faudrait bien que cela soit changé et qu'on ait la majeure partie des députés qui soient issus des circonscriptions uninominales. Ça veut dire qu'on aille vers l'électorat pour demander à avoir la confiance des gens.